Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de deux invités. D'abord notre témoin Henri-Philippe Forger et qui lui-même a un invité, Marion Delaveau-Souchet. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Philbert. Bonjour Philbert. Bon, alors je rappelle le principe de l'émission. L'émission est basée sur le livre Libérez vos talents, mais on ne va pas parler du livre. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il explique comment justement des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires en alignant 5 planètes. Je vais demander à mon témoin de choisir une étoile, une planète sur laquelle on va discuter. Alors on a choisi le perfectionnement. Pour moi, c'était pas évident. Parce que enfant, élève et étudiant, j'étais plutôt médiocre, je m'en fichais, ça ne m'intéressait pas, le format académique me déplaisait et d'abord c'est la passion qui m'a fait aimer tout ce que je fais dans ma vie professionnelle et aujourd'hui j'approche des 40 ans. Et donc je sors un peu d'adolescence et je commence à m'intéresser aux méthodes et au perfectionnement. Et il se trouve que c'est aussi le cœur de mon métier, à l'ICES, l'Institut catholique de Vendée, où chaque année on forme des jeunes esprits à s'intéresser à ce qui se passe dans cette société et puis d'essayer de la rendre meilleure en étant formés et en ayant suffisamment d'esprit critique pour en comprendre les enjeux. D'accord. Bon, déjà, on va remercier à l'ICES, l'Institut catholique supérieur de Vendée, de nous accueillir dans le temple de la formation, on va dire. Hein. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, pourquoi la planète perfectionnement ? En fait, on se rend compte aujourd'hui, mais c'est Marion qui va un peu le préciser, que c'est un enjeu très très fort de la formation aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que il faut de la passion, mais il faut aussi de la méthode. Tout porte à croire aujourd'hui qu'on peut se faire soi-même et qu'il y a aussi une espèce de démagogie qui voudrait dire que parce qu'on est jeune, on maîtrise mieux les codes. Or, on voit bien que les anciens ont toujours des choses à nous apporter, que seul le temps peut parfois nous permettre d'acquérir certaines choses qui donnent la patine humaine, et puis que aussi il y a des méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire cognitives, qui nous permettent de mieux maîtriser, plus efficacement, plus rapidement des éléments, et ça, c'est ce qui s'appelle la pédagogie. Eh bien, merci. Marion, justement, peut-être en quelques mots, quelle est votre fonction à l'ICES ? Alors moi je suis attachée d'enseignement dans la faculté de lettres et langues. Oui. Et je suis chargée de cours. J'enseigne en particulier la maîtrise de la langue française à des étudiants qui sont en licence de lettres, en licence d'anglais, en licence d'espagnol. D'accord. Alors quelle méthode justement pour se perfectionner ? Puisque Philippe Henry vient de faire un peu d'introduction là-dessus. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors ce que je préconise et ce qu'on a la chance de pouvoir développer à l'ICES, ce sont des cours avec des effectifs réduits. Je pense que le fait de pouvoir consacrer du temps à chaque élève, de pouvoir prendre le temps de le regarder travailler est essentiel pour introduire une pédagogie de l'effort. Il faut faire prendre conscience à l'étudiant que l'effort, ça ne se résume pas à une contrainte. Pas du tout. L'effort, c'est la première étape vers justement ce perfectionnement. Et que sans effort, on n'a pas de champ possible en fait, d'ouverture vers l'acquisition d'un savoir. D'accord. Alors, quand vous dites effort, est-ce que vous voulez dire formation permanente, continue ? Vous voulez dire quoi ? Dans effort, moi j'entends un travail régulier, un travail assidu avec une certaine forme de discipline et de rigueur, dans laquelle on peut totalement s'épanouir. C'est intéressant ce point, parce qu'on n'aborde pas souvent, et merci l'ICES de pouvoir en parler, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai fait 40 ans de formation continue, et c'est vrai que c'est pas dur, c'est pas vraiment un effort quand on le fait en continu. Ce qui est dur, c'est quand ça s'arrête et puis qu'on veut reprendre. Et donc comme vous dites qu'il faut le faire en permanence, tout le temps apprendre, ça c'est un message important. Qu'est-ce que tu dirais de plus toi ? Je dirais que c'est une forme de gymnastique. Au début c'est dur parce qu'on n'a pas de souplesse, on est un peu rigide et puis peu à peu on y prend goût parce qu'on mesure déjà les effets de ces efforts et souvent le travail qui n'est pas valorisé, souvent on met en avant les grands exploits, les choses complètement flamboyantes. Or, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le travail discret, quotidien, la besogne. C'est-à-dire tous les jours se mettre à sa table. Et de le faire avec fidélité. Et ça paye.
Et il faut à la fois de la détermination et aussi de la méthode, et c'est ce qui nous rend plus performants, ce qui fait qu'on accélère, qu'on s'intéresse à d'autres choses, qu'on peut faire plus de choses. Voilà. C'est un peu comme un athlète en fait, il faut s'entraîner en permanence. Exactement. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est une discipline qu'il faut s'imposer au quotidien et je pense qu'en tant qu'enseignant, on a un rôle à jouer pour maintenir cette exigence constante vis-à-vis de nos étudiants. Oui, mais si on dit, on sait comme un athlète, mais tous les athlètes ne sont pas pareils. Donc certains ont besoin de s'entraîner le matin, d'autres le soir. Comment fait-on pour apprendre dans ces cas-là, dans un cadre qui est quand même, je vais dire pas figé, mais quand même qui est structuré ? Je pense qu'il faut accompagner l'étudiant à trouver sa place par rapport au savoir et à trouver sa place par rapport à sa manière de travailler. Lui donner à la fois les clés de comprendre quel apprenant il est et les clés pour progresser. D'accord. Non pas en fonction de son niveau initial, mais en fonction des compétences qu'il a à acquérir. Dans la pédagogie, je parle plus de justesse. Je pense qu'il faut ajuster l'approche pédagogique plutôt que l'adapter. Avoir une capacité à s'approcher au plus près, à avoir une adaptation exacte par rapport aux compétences qu'on cherche à travailler avec les étudiants. Comment les jeunes, puisqu'on parle de perfectionnement, comment ils vont capitaliser en permanence ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'ils capitalisent ? Parce que moi je rencontre souvent plein de professionnels, ils sortent de l'école, puis j'ai l'impression qu'ils ont atteint le Graal pour eux, et puis après le monde professionnel attend autre chose, eux. C'est des gens toujours bien formés, et puis il y a une rupture. On vient de parler des méthodes d'apprentissage, on ne peut pas le cloisonner avec la connaissance de soi. Et dans l'entreprise et un peu partout dans la société, on parle de l'importance des coachs, pour reprendre la comparaison avec le sport. Pourquoi les coachs sont devenus, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, mais sont devenus aussi importants parce que finalement c'est la vertu de conseil qu'on vient chercher. C'est-à-dire que pour se connaître, nous on a un regard qui est biaisé, qui est le nôtre, avec nos propres blessures, notre personnalité, et on a besoin d'un miroir de temps en temps qui nous dit mais là tu peux corriger ça, etc. En fait ça demande un peu d'humilité aujourd'hui où on voudrait tous se faire soi-même, je le dis encore, avoir l'humilité d'aller demander des conseils et d'écouter le professeur qui a un vécu, qui a une expérience, qu'il a engrangé, ça c'est la première chose. Et quand on a la connaissance de soi, le deuxième aspect qui permet d'engranger, c'est le savoir-être. C'est-à-dire qu'un être, quand on le prend, il peut être brut, voilà, et peu à peu, il se polit. C'est comme le petit galet. Et la vie en société, la vie dans l'entreprise, elle se fait aussi de cette manière-là. Alors je ne sais pas si c'est parlant ou si tu veux compléter, Marion. Moi, je ferai un lien avec l'exigence qui est au cœur en fait, de la pédagogie que je peux mettre en place. Les étudiants le savent. Je pense qu'en les aidant à être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, on peut les préparer à n'importe quelle compétence, puisqu'ils auront pris le pli de cette discipline et de cette rigueur. Alors, moi, je vais rebondir sur 2 points. L'exigence, c'est-à-dire vers où on veut aller. Parce qu'il faut savoir vers où on veut aller. Parce que si on ne sait pas où on va, on est guidé par ceux qui ont des objectifs, mais pas par les siens. Ça, c'est un premier point. Puis il y a une deuxième chose que vous avez parlé, que je voudrais qu'on approfondisse. Et puis la deuxième chose, c'est, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, Philippe Henry, c'est sur ce côté de connaissance de soi, le potentiel. En termes d'orientation, est-ce que ça commence pas par là déjà, dès le démarrage ? Parce que quand je vois aujourd'hui, quand j'accompagne tous ces jeunes en tant que mentor, pour les aider à rebondir et à s'épanouir, dans 80% des cas, ils ont été mal orientés. Ouais. Et ça rejoint une conviction à l'ICES qui s'illustre dans notre signature, qui est l'audace d'être libre. Qu'est-ce que c'est que de pouvoir grandir dans la liberté ? Nous, on l'illustre avec une citation de Charles Péguy, c'est « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. » C'est-à-dire comment j'arrive à prendre ce qu'il y a de bon et à rejeter ce qu'il y a de mauvais dans l'éducation que j'ai reçue, dans mon milieu socio-culturel, et à me faire moi-même, en tant qu'homme, adulte, libre, ma personnalité et ma perception propre des choses. En fait, c'est ça, grandir comme un homme qui sera debout et qui pourra assumer des opinions et des responsabilités dans la société. Et ça suppose un cadre, un encadrement des professeurs,
des méthodes et une bonne connaissance de soi, parce que si on veut être exigeant vis-à-vis de soi-même, chacun a son style, sa personnalité, et donc l'éducation, elle est toujours singulière. On ne peut pas utiliser la même recette pour toutes les personnes. D'accord, mais là, je veux pousser, hein, parce que connaissance de soi, ok, mais il faut quand même savoir comment on le fait. Parce que si je m'appuie sur la fenêtre de Johari, je vais aller plus loin. La fenêtre de Johari, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 4 cadrans. Le cadran de ce que je connais de moi et que les autres connaissent, ce que je connais de moi et que les autres connaissent pas, ce que les autres connaissent et que moi je connais pas, et puis le dernier cadran c'est ce que je connais pas et que les autres connaissent pas. Et donc comment on aide l'étudiant là-dedans, dans ces 4 cadrans? Alors, moi, je vais donner, je vais redescendre. C'est vrai que j'allais donner des réponses un peu philo, donc sur l'orientation. Ah oui, un peu quand même. C'est pour ça que je me suis permis de. Ce qu'on conseille à des jeunes gens qui se disent, et déjà la première chose, c'est normal d'être pétri de doutes et de ne pas savoir quel métier on veut faire, contrairement à l'injonction où dès le lycée, il faudrait savoir, sachant que les métiers, on en fera plein et que ces métiers vont évoluer. Donc, savoir ce que j'aime, là où je me sens bien et à qui je veux ressembler. Déjà, ce sont des questions qui sont importantes. Et dans quel cadre je veux évoluer dans les études que je vais choisir. Donc toujours la question de là où je vais me sentir bien. C'est pas un caprice. Et il faut distinguer le caprice de savoir s'écouter et de savoir le lieu où je vais m'épanouir. Ça, c'est la première chose. Et puis l'orientation, c'est déjà accepter de ne pas savoir précisément ce qu'on fera, mais que les choses vont grandir et mûrir en moi. Voire même expérimenter. Hein. Et les expérimenter, et que par exemple le choix dans l'enseignement supérieur, il ne se limite pas à l'acquisition de connaissances en fait. Nous, dans un institut catholique comme l'ICES, on considère qu'un étudiant est grandi, ok, certes intellectuellement, avec toutes les méthodes, l'esprit de synthèse, tout ce qu'on a dit, mais aussi humainement, comment j'interagis avec les autres. Et puis, on peut donner un tas de noms là-dessus, mais spirituellement, c'est-à-dire comment je grandis aussi avec ma vie intérieure. Dans ma conscience, au fond de moi-même, je veux vraiment, et voilà. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu dirais de ça? Comment tu rebondirais sur ce que vient de dire Philippe Henry? Je compléterais ce que tu viens de dire en disant que je crois qu'il faut qu'on accompagne les étudiants à accepter le fait que choisir, ce n'est pas se mettre en danger. Les étudiants, moi je le remarque en particulier, avec les premières années, ils ont du mal à faire le tri dans les informations qu'ils peuvent recevoir lors des cours, le tri dans les informations qu'ils doivent restituer dans leur copie, et choisir telle ou telle information, ce n'est pas se mettre en danger. C'est pas exclure et mettre totalement de côté certains éléments, c'est pas se mettre en porte-à-faux non plus, c'est pas faire une erreur. À partir du moment où ce choix il est justifié, au contraire, là c'est synonyme d'une qualité intellectuelle, d'une qualité de réflexion. Et pour choisir, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur... Je vais reprendre deux exemples. Tu as parlé tout à l'heure de modèles. Quel modèle que je voudrais... est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur des mentors, des gens qui ont déjà réussi? Mais complètement, ouais. Je pense que des moteurs dans la vie qui sont universels pour l'homme, inhérents à la nature humaine, c'est l'émerveillement et l'enthousiasme. Et on a besoin d'admirer des gens. Oui. Plutôt que d'en critiquer des tas ou de regarder la télé en disant ils sont mauvais, prenons des mentors et en fait l'imitation elle est saine, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est du conformisme, ok, là ça veut dire que je suis pas forcément libre, mais si j'imite quelqu'un parce que je l'admire, il m'inspire et j'ai envie de faire des choses, que ce soit en politique d'un Charles de Gaulle ou d'un grand capitaine d'industrie, ou que ce soit un instituteur qui nous a marqués. Ou même d'un professionnel, quelqu'un qui était un technicien, etc. Ouais. Hein, ça peut être ça également. Oui. On n'est pas que de... D'ailleurs, les gens qu'on admire ne sont pas que dans une forme de grandeur. En fait, il y a une grandeur qui se fait aussi, qui est dans l'humus, quoi, qui est complètement... parce qu'il y a quelque chose qui brille dans ce regard, il a une relation qui est belle avec les autres, on se sent respecté, on se sent infiniment aimable, intelligent, et tout ça avec ces personnes-là. Et donc là, ça, c'est le processus d'admiration. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des modèles et il faut le cultiver. Et donc moi, ce que je vous invite à leur dire, c'est qu'il faut adopter son mentor. Ouais. Il faut qu'ils apprennent à adopter son mentor. D'accord. Et puis, dans cette philosophie de l'action dont parlait Marion, du choix, c'est aller vers, c'est-à-dire transformer des idées, un discernement en action. Oui. C'est-à-dire, et c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu un mot valise, le réseau, mais c'est-à-dire solliciter toujours cette vertu de conseil qu'on est tous prêts à donner, c'est-à-dire aller frapper à la porte d'un mentor en disant j'ai envie que tu m'expliques ce que tu fais et que tu me dises comment on fait et que tu m'ouvres sur d'autres horizons, d'autres personnes que je pourrais rencontrer, et c'est comme ça qu'un projet grandit.
Et d'ailleurs, on peut, je pille cette idée, c'est qu'un mentor, lui, il est là pour protéger et faire grandir l'autre et partager son savoir-faire. Donc, il n'a rien à perdre, le jeune. Il n'a rien à perdre. Le mentor ne va pas lui dire donner une mauvaise piste, au contraire. Et il va même le protéger dans le réseau pour l'orienter vers une autre personne, s'il le faut. Hein, d'accord. Et encore une fois là-dessus, la logique du don, c'est-à-dire solliciter l'aide de quelqu'un, c'est normal et c'est vraiment cette logique de gratuité, elle existe chez tous et on a tous envie d'aider nos semblables. Et comme nous, on a été aidés à un moment ou à un autre parce que ça a été déterminant dans notre vie. Et donc il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité à demander l'aide des autres. Aujourd'hui, c'est ça le problème. On est vraiment dans l'esprit l'Institut catholique d'enseignement supérieur. Oui, c'est vrai, là, je pense qu'on est dedans. Mais on parlait quand même tout à l'heure de projets, d'étoiles. Comment on va les aider? Parce qu'on a vu comment on pouvait les aider à s'orienter. Donc pour faire les bons choix avec des mentors, d'autres façons. Mais maintenant, comment les aider pour bien construire leur projet? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'efforts, de continuité, mais s'il n'y a pas de projet. Alors, tu nous as donné des indices tout à l'heure, puisque il y a l'expérimentation. Oui. Aujourd'hui, on a 1000 façons d'expérimenter entre les immersions, les stages, etc. Et puis les rencontres avec des professionnels, etc. En fait, on parle aussi de comment rendre les choses plus concrètes. C'est parfois la difficulté dans un monde qui est universitaire ou qui est très théorique ou qui peut paraître abstrait. Et c'est là où le rôle de l'université, là vraiment je m'inscris en faux par rapport à ce côté abstrait, c'est au contraire de reconnecter avec le réel, d'accepter le réel tel qu'il est dans le monde avec ses évolutions, ses mutations. Et on doit y trouver une place qui doit se révéler dans un métier et dans la mission de chacun. Voilà. Alors j'ai encore un discours qui est un peu... voilà. Est-ce qu'on a tous une mission? C'est peut-être discutable, mais moi je trouve que ça c'est un moteur important. On a une mission. La mission de Marion ici, c'est de faire en sorte que les étudiants soient préparés, aiguisés à exercer un métier et le faire dans de bonnes conditions. Comment mesure-t-on le perfectionnement, c'est-à-dire comme la capacité à évoluer? Comment ça se mesure chez vous? On le mesure en fonction de 2 facteurs. On regarde l'étudiant travailler, on regarde comment il s'inscrit dans une démarche de progression et on ne compare pas la différence entre son point de départ et son point d'arrivée, mais on évalue le parcours. On évalue le parcours et je pense que le perfectionnement s'illustre aussi ou se mesure à la capacité de création de l'étudiant. D'accord. S'il suit pas à pas l'itinéraire qu'on lui a tracé, sans finalement prendre sa place, sans être capable de s'approprier son propre chemin, de construire aussi son identité d'apprenant, d'étudiant, le perfectionnement, à mon sens, n'a pas atteint en fait sa pleine puissance. D'accord. Bon, vous voyez, on est rendu à 20 minutes, le temps passe vite et on pourrait encore presque philosopher sur certaines choses. Donc déjà, on va finir par quelques questions clés comme ça. Je dis toujours, je demande toujours à mes témoins, vous savez, aujourd'hui, il y a sur 100%, il y a 80% de personnes qui voudraient se reconvertir. Soit ces personnes qui n'ont pas un travail qui leur plaît, soit qui voudraient évoluer différemment dans la même société. Pas forcément quitter leur employeur. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller à ces gens? Parce qu'il n'y en a que 8 sur 10 qui vont faire le pas. Non, 2 sur 10. Qu'est-ce que vous allez conseiller? C'est terrible, hein, parce qu'il y a des engagements, il y a une frustration, il y a une démission silencieuse. Qu'est-ce que vous diriez à ces 8 sur 10? De transformer ce qui est un vœu pieux en véritable préparation à l'opportunité. C'est-à-dire que le vouloir, certes, c'est une chose. Si vous sondez les gens, ils disent tous qu'ils sont prêts à le faire. Mais il y en a 2 sur 10 qui vont le faire vraiment parce qu'ils l'ont anticipé, ils s'en sont donné les moyens et ils s'en sont donné les conditions. Moi, je suis convaincu de ça, hein. C'est-à-dire que ça se prépare. Tout ne se décrète pas. Il faut à la fois de la volonté et de la préparation, et on revient toujours à cette question du travail, de la méthode, parce que préparer une reconversion, c'est aussi exigeant. C'est-à-dire que on se donne des objectifs, on fait des listes,
on doit rencontrer tant de personnes, on doit approfondir tel ou tel sujet pour pas paraître arriver en dilettante face à quelqu'un qui a une expertise vraiment. Et enfin, c'est toute la logique toujours du réseau et en fait qui dure toute notre vie et on doit s'y préparer. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous avec nos étudiants en tout cas. Oui, alors c'est ce qui à la fois d'avoir des objectifs et dans la continuité, ça favorise la foi en fait. Hein. Et comme ça, on va garder la foi. Je voulais finir, c'est cette touche quand même un peu spirituelle. On ne voudrait pas briser cette chaîne inspirante, c'est-à-dire de témoignages, si vous aviez le relais à passer à un binôme ou un duo. Vers quel duo, vers quelle personne vous pourriez transmettre ce relais? Tu y as réfléchi, non? Pas du tout. Alors là, je donne une réponse qui arrive qui est spontanée. Hein. J'avais pas du tout préparé. On a l'incarnation vivante de la méthode, la méthode entre guillemets, avec notre président. Eric Garardi, qui a un esprit de service public et de droit public, puisqu'il a été universitaire, mais il a aussi dirigé une grande école, qui est, avant de diriger l'ICES, qui est l'école d'officiers de Saint-Cyr-Couët-Quidan, et qui formait à la fois des élèves officiers, qui sont aussi ingénieurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a marqué des générations d'étudiants à l'ICES sur à la fois une forme d'élégance morale, de la façon de se comporter en société et aussi d'acquérir une façon de travailler qui est à la fois exigeante mais qui est féconde, c'est-à-dire on se rend compte que ça change notre vie. Et ce témoignage-là, je ne le donne pas par flatterie, mais parce que ce sont ces anciens étudiants qui le donnent. Donc je conseillerais plutôt, je trouve qu'il est intéressant pour ça, notre président. On pourrait y aller sur le savoir-être, le savoir-vivre. Hein, ah ouais, carrément. C'est exactement ça. Oui, mais j'ai bien compris et ça m'intéresse. Eh bien, écoutez, on va l'inviter, enfin, vous pouvez lui en parler. Ouais. Avec plaisir. Hein. Et puis une prochaine fois, ce qu'on pourrait faire, c'est avec un mentor et puis un étudiant, faire un duo. Ah oui, ce serait chouette. Ouais. Ça serait pas mal aussi. Hein. Donc on a des belles perspectives, parce qu'on a des choses à témoigner, je vois, hein, sur le perfectionnement et faire grandir les jeunes. Il y a plein de sujets. Ouais. D'accord. Alors je vais finir avec toujours la même phrase, la même citation de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante, c'est-à-dire la vôtre. Merci à l'ICES pour cette invitation. Merci beaucoup. Et à vous deux. Merci. Au revoir.